plus qu'un indépendant sexuel, plus qu'un dépendant affectif. Vous avez en moyenne combien de rapports par semaine? C'est un peu con ces questions, mais c'est obligé, c'est pour se rendre compte un peu de ce qui se passe. Alors là vous me posez une colle. Hein. Ouais. Ben, hier, j'ai fait une scène avec 4 filles. Aujourd'hui, j'ai fait une scène avec une fille. Ça fait 5 filles en 2 jours. Qu'est-ce qui vous accroche à ce point au plaisir du sexe? Puisque vous nous dites que parfois, quand vous avez terminé les tournages, vous enchaînez avec des petites boîtes spécialisées. Bah, oui, si j'ai la forme et si je fais qu'une scène, admettons, de la journée, bah, je vais aller dans une boîte échangiste que je connais bien à Paris, chez des amis, et éventuellement assouvir mon désir. Quoi. Vous avez l'impression d'avoir des besoins sexuels plus importants que la moyenne Bah, je pense, ouais. Moi, j'aime bien, j'aime ça, quoi. Je peux pas m'en passer. Est-ce que vous avez une petite amie fixe, en fait, quelqu'un? Ah non, pas du tout. Moi, je suis l'homme de plusieurs femmes. Voilà. Et vous... C'est bien aussi. Le mode. Vous ne vous imaginez jamais amoureux au point de n'avoir qu'une personne, qu'une compagne? Je vous dirais qu'une chose, si, je l'espère. J'espère qu'un jour, ça m'arrivera. J'ai jamais eu le coup de foudre, je suis jamais tombé amoureux. J'ai déjà eu des sentiments forts, mais non. J'aimerais bien. Et du donc, moins, c'est ça. Il faudra qu'elle ait la forme aussi, hein, quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, vous voyez juste sexuellement avec elle, si vous aimez cette personne, vous imaginez pouvoir sexuellement ne rester qu'avec elle? Ah bah, je pense qu'il faut que je tombe sur une fille qui soit sexuellement comme moi. D'accord. Ça fait 1 an et demi que vous êtes acteur de film X. Rocco Siffredi, qu'on avait reçu sur ce plateau, disait que c'était indispensable pour lui parce qu'il avait tout le temps le désir, pour reprendre ses propres termes. J'ai tout le temps le désir. Vous avez tout le temps le désir comme Rocco, ok. Ne regardez pas comme ça, s'il vous plaît. Vous vous sentez parfois comblé au point de vous dire, ça y est, j'ai ma dose ou... Ah, ça peut arriver, ça peut arriver. Après, on va se coucher, bien sûr, on n'est pas des surhommes. Hein. À quel âge vous avez eu vos premiers rapports sexuels? 13 ans. 13 ans. Et tout de suite, vous vous êtes dit, ça c'est un truc que vous allez... Ah non, dans lequel vous allez persévérer ou Non, je ne savais pas. C'est petit à petit, les années sont passées et voilà. Petit à petit, un jour, ça a déclenché. Comment vous êtes devenu acteur de porno? Comment vous êtes devenu acteur de porno? Ça a commencé en vacances, tout simplement. J'allais dans les saunas. Du moins, mon meilleur ami a été avant moi et il passait des très bonnes journées et il m'a dit, tiens, il y a des saunas où il y a des choses assez intéressantes, niveau X, quoi, on va dire. Hein. Et bon, j'ai dit, je vais y aller. Et moi, j'y allais tous les jours après. Et bon, je suis tombé sur une personne qui m'a donné un numéro de téléphone. J'ai téléphoné. Je suis tombé sur une autre personne qui m'a dit, écoute, va faire ton test. On tourne dans 3 jours. J'ai fait mon premier tournage et voilà. Ton test test à l'image? Test HIV. Test HIV, voilà, test. SIDA, voilà, HIV1, HIV2, d'accord. Vous souffrez de cette dépendance? Pas du tout. Non, ça n'a pas l'air. J'adore ce que je fais. Quand vous faites pas l'amour, vous sentez comment? J'en ai besoin, tout simplement. J'aime ça. Quelle est la différence entre l'envie et le besoin? Vous n'êtes pas le seul, mais la différence entre l'envie et le besoin? Moi, j'ai tout simplement envie de faire l'amour. Ah bon? Parce que vous avez dit besoin il y a un instant. Oui, mais j'ai besoin de l'envie. Vous avez envie d'avoir besoin aussi? Voilà. D'accord. Cyril aussi est un ancien dépendant sexuel. Vous êtes remis, vous? Oui, ça va. Ça va mieux. Ancien joueur compulsif également. Vous vous dites pas guéri, hein, vous dites en voie de rétablissement? Oui, pour moi, je suis pas un ex, je suis joueur, à la seule différence que je compulse ou pas, quoi. Compulse, la compulsion, c'est la répétition à l'infini, quoi. La perte de contrôle. Ouais. Je veux dire, pour moi, dépendance, ça peut pas être joyeux. Pour moi, dépendance, ça rime avec souffrance, sinon il n'y a pas de dépendance. Pour moi, je pense que une dépendance, c'est une perte de contrôle, en fin de compte, de sa vie, au détriment d'une chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que ça qui a de l'importance, que ce soit le jeu, que ce soit le sexe. Ça devenait obsessionnel, j'arrivais plus à travailler, je pouvais plus m'occuper de ma famille. La seule chose qui avait de l'importance pour moi, c'était le sexe et comment avoir ma dose. Puisque là, l'être humain n'a plus sa place, c'est la dose en fin de compte. Je me suis quand même été quand même jusqu'à avoir des rapports avec des échauffements. Avec des échauffements? Énormément d'échauffements et ça devenait de plus en plus douloureux, mais ça ne suffisait pas à m'arrêter, quoi. Ouais. Comment vous faisiez alors? Je le faisais, point. Quand même? J'avais besoin de ma dose. Donc c'est plus du plaisir, quoi. Je veux dire, je suis content qu'il en ait encore du plaisir. J'ai eu des plaisirs pendant des années, quoi. Des années, c'est du plaisir, mais un jour, c'est devenu un enfer, un enfermement. Et il n'y avait plus de, comme disait un peu... Monsieur Palomino? Monsieur Palomino, il n'y avait plus... C'est l'isolement, quoi. C'est une maladie d'isolement avant tout, quoi. L'isolement. C'est-à-dire que le seul moyen de communication que j'avais, en fin de compte, c'était le sexe. J'arrivais plus à parler. Et comment ça tournait dans votre tête, ça? Je sais pas si ça tournait, quoi, en clair. Ah bon? C'est dire que rien n'avait...
plus rien dans ma vie n'avait d'importance en fin de compte. La seule chose qui prédominait à la fin, c'était l'insatisfaction. C'est-à-dire que j'ai commencé à connaître en fin de compte la satisfaction dans la sexualité du jour où j'ai arrêté la compulsion. Vous avez été marié pendant 10 ans. Votre dépendance au sexe était-elle compatible avec la vie de couple et la vie de famille? Pas vraiment. Ouais. C'est 10 ans, c'est long quand même, hein, 10 ans marié. J'ai eu, par exemple, moi j'ai eu de la chance d'avoir ou la malchance, je sais pas, d'avoir une femme. Je pense que je trouverai jamais une femme qui m'a aimé comme elle m'a aimé, quoi. Mais m'a aimé comme une mère, pas comme une femme. Parce qu'elle n'aurait jamais dû accepter le centième, en fin de compte, de ce qu'elle a subi. Est-ce que votre femme se doutait de vos activités, disons, extra-familiales? Honnêtement, certainement. Mais elle refusait de se l'avouer. C'est-à-dire que le mensonge faisait aussi partie de votre vie? Surtout. Surtout le mensonge? Surtout le mensonge. C'est-à-dire que moi-même, j'en avais perdu, en fin de compte, la réalité, quoi. Je ne savais plus, en fin de compte, dans ce que je pouvais dire, quel était le vrai et quel était le faux. Je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais enfermé dans une maladie de déni. Ouais. On est dans une forme de mythomanie, là, j'imagine? Au total, ouais. Ouais. À quel moment vous avez pris conscience de votre état de dépendance, que ce soit vis-à-vis du jeu d'argent ou que ce soit vis-à-vis des plaisirs du sexe? Que vraiment, j'ai pris conscience que j'étais dépendant 3 mois avant que j'arrête. C'était quand, ça? Bah, c'était il y a 6 ans. 6 ans en arrière. Ouais. Et depuis 6 ans, vous ne jouez plus? Je ne joue plus depuis un peu plus de 5 ans. 5 ans. J'ai fait une rechute dans le jeu et je ne joue plus. Comment vous êtes retombé dans le jeu? Bah, moi, dans le jeu, dans mon hiver de dépendance, il n'y avait plus de place pour les vacances, tout dans le jeu. Il n'y avait plus de place dans les vacances parce que je ne devais pas, en fin de compte, l'argent ne pouvait me servir qu'à jouer, en fin de compte. Et donc, je n'avais pas dû partir en vacances depuis 4 ou 5 ans. Et l'émotion, la joie que j'ai eue quand j'ai pu partir en vacances, j'ai dû anesthésier cette joie en jouant. Le jeu est beaucoup plus fort pour moi que la sexualité. Hein? La sexualité, c'est quelque chose différent. À quel jeu vous jouiez? Moi, surtout poker et machine à sous. Hein? Poker dans des cercles, enfin, ou Dans des, hors casino ou dans les casinos? Hors casino, j'ai jamais mis les pieds dans un casino. Moi, ce qui m'a attiré dans le jeu, c'est le côté illégal. Moi, je sais que j'ai rencontré le jeu à l'âge de 7 ans, j'ai rencontré la sexualité à l'âge de 7 ans. 7? Ouais. J'ai connu un viol enfant à l'âge de 7 ans, et ça a été j'ai pas mesuré les conséquences, en fin de compte. Ça a été agréable physiquement. À 7 ans? À 7 ans. C'était agréable physiquement, mais ça a certainement traumatisé une bonne partie de ma vie. Et en plus, c'était secret. Et je me suis tout de suite enfermé dans le secret, quoi. Et aujourd'hui, j'apprends à me libérer du secret, justement. De quelle manière? Bah, en en parlant essentiellement, quoi, en me libérant de cette honte et de ce que j'ai pu, en fin de compte, subir et faire subir. Emmanuel Palomino, est-ce que vous voulez nous apporter quelques lumières, notamment sur la double dépendance qu'a connue monsieur? Vous en êtes sorti du sexe, parce qu'on a parlé beaucoup du jeu? On sort jamais du sexe, monsieur. Pardon. On a toujours besoin d'en vivre. Non, je suis sorti de la compulsion sexuelle. Ouais. Mais aujourd'hui, je vis une sexualité. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à faire la différence entre le sexe et la sexualité. Et la sexualité, pour moi, aujourd'hui, ne peut que être vécue pour moi, pas pour les autres, je sais pas, mais dans une relation monogame. D'accord. Sébastien, ça vous inspire quelque chose? Vous vouliez intervenir? Non, moi, je voulais dire déjà quelque chose tout à l'heure. J'ai essayé de lever la main, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas évident. On sait pas si on doit lever la main. Non, vous parlez directement. Ouais. Ah, d'accord. Je voulais lui demander, quand il était vraiment obsédé par le sexe, est-ce que dans votre tête, vous vous êtes dit, j'aimerais bien, du moins, assouvir quelque chose, faire des films ou, je sais pas, pour vous, comme vous aimiez vraiment beaucoup le sexe? Parce que moi, tellement, j'ai vu que j'aimais le sexe et je me suis dit, vas-y, fonce. Fonce. Cyril, si vous voulez lui répondre? Non, comment dire, tourner des films porno ne m'a jamais attiré. Par contre, j'en ai visionné énormément. C'est une différence fondamentale entre les deux. Hein. Sébastien, votre prénom, hein? Sébastien. Sébastien a une hypersexualité, une sexualité débridée, mais épanouie. Hein. Il a du plaisir, il a du désir, il dit en avoir besoin. J'ai rien à dire. Hein. C'est sa vie, ça l'équilibre, hein, il va de l'avant.
Pour vous, en revanche, je dirais que c'est ça la toxicomanie, c'est ça la dépendance. C'est-à-dire, il y a de la honte, il y a de la culpabilité, il y a de l'enfermement, il y a que le comportement est organisateur de l'existence au détriment du reste. Et il y a aussi une sexualité qui n'est pas épanouissante. C'est une hypersexualité, c'est presque une masturbation sur l'autre. L'autre n'existe pas en tant que sujet, l'autre existe en tant qu'objet sur lequel on va se soulager. Et c'est une sexualité qui n'est pas épanouie, qui est toujours portée sur la future rencontre, le futur acte. Et ça n'a rien à voir avec la sexualité de Sébastien. Il n'est pas rare qu'après un traumatisme comme celui que vous avez eu, il y a une partie de nous qui voulons se faire du mal à soi-même. Il s'agit de compléter, de se salir. De continuer à se faire mal comme si on exorcisait ce qui s'est passé. Je ne peux que vous suggérer de vous faire épauler sur le plan psychologique. Oui, vous avez fréquenté beaucoup de groupes dits anonymes. On verra qu'il y en a vraiment beaucoup, où la prise de parole est tout à fait organisée, où chacun vient dire ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a fait devant les autres, en respectant l'autre. C'est anonyme, comme vous témoignez anonymement ce soir. Je pense que tout ça est du même ressort un peu, non? C'est, pour moi, je veux dire, l'aide apportée par une personne qui a vécu le même enfermement que moi est sans égal. C'est-à-dire que je pense que pour comprendre et pour aider, en fin de compte, quelqu'un qui est atteint d'une dépendance quelle qu'elle soit, premièrement, il ne faut pas être affecté par le problème. Donc je pense que la famille d'un dépendant ne peut que renfermer le dépendant encore plus dans sa maladie par son comportement. Et surtout avoir connu l'univers, quoi. Connu l'univers pour vraiment comprendre la personne et l'accueillir. Connu quoi? L'univers de la dépendance, Ah, l'univers de la cet dépendance. enfermement. D'accord.